Posons-nous ne serait-ce que l'espace d'un instant et regardons, observons. Le monde tel que nous l'avons connu ne s'effrite pas. Il implose sous le poids d'une accélération que la raison seule ne peut plus expliquer. Guerre aux portes de l'Europe, perte de repères spirituels, bouleversements énergétiques, basculement monétaire total, climat de suspicion généralisé. Pour beaucoup, ce chaos est une anomalie. Pour d'autres, c'est l'accomplissement point par point de ce que les textes eschatologiques et les grandes prophéties annoncent depuis des millénaires. De nombreuses générations ont pu parler de ce phénomène en l'entrevoyant de façon spéculative et lointaine, tandis que nous, êtres humains incarnés sur Terre, en cette année 2026, sommes en droit de se poser une question fatidique. La date butoir est-elle arrivée à terme ? Sommes-nous les témoins oculaires de ce que les anciens appelaient la fin des temps ? Entre l'ombre d'un contrôle technologique absolu et la lumière d'une libération spirituelle, le fil est de plus en plus ténu. Pour nous aider à naviguer dans cette tempête sans perdre notre boussole intérieure, je reçois à nouveau une intervenante dont le regard sur la déchirure du voile actuel est essentiel. Nous allons plonger dans les coulisses de l'Apocalypse, au sens premier du terme. Nous allons comprendre pourquoi et comment nous serions actuellement effectivement en pleine période de révélation et surtout comment la surmonter sans basculer dans un vide abyssal destiné à tous ceux qui pourraient malheureusement céder au chant des sirènes. Nathalie Théo, merci d'être avec nous sur notre antenne. Merci Rudy, bonjour. Waouh, quelle introduction. Ouais, le chant des sirènes et le vide abyssal, oui. C'est effectivement dans un vide abyssal qu'on peut plonger si on se laisse un peu désespérer par la conjoncture actuelle, effectivement, oui. Disons-le, cette émission, c'est un coup de gueule. Il y a énormément de choses à mettre sur la table. On ne va pas pratiquer la langue de bois, on ne va pas non plus être dans un dramatisme à outrance ou dans une sinistrose absolue, mais on va tenter d'être réaliste, d'allier le matérialisme à la spiritualité, au côté subtil de ce qui nous arrive, et bien sûr le côté prophétique et le lien avec la France, également éventuellement un côté peut-être galactique, intergalactique, qui viendrait s'entremêler dans tout ça. Mais c'est important parce qu'il se passe énormément de choses en ce moment. Les gens ont peur. Alors Nathalie, ma première question, c'est par rapport à l'escalade militaire actuelle. Elle semble ne plus avoir de limites. Est-ce qu'on est entré dans la phase active d'un conflit mondial annoncé par les prophéties ? Effectivement, tu vois, si on peut considérer la période actuelle comme celle de Gog et Magog, qui était annoncée et chez les chrétiens, et chez les musulmans, et chez les juifs, on peut considérer qu'on est effectivement dans cette espèce de grand affrontement final, où des forces qui sont, même à la limite, ni du bien ni du mal, ce sont des forces matérialistes, comme tu le disais, qui sont en train de s'affronter, on va dire, pour que les obédiences soient maintenues. Parce que notre monde actuel, c'est le fruit d'une longue série de tractations, le monde économique, le monde sociétal, le monde spirituel. Ça a été des tractations sur des millénaires, en tout cas plus de 2000 ans, qui ont abouti à ces séparations que l'on voit maintenant et qui nous mettent un peu à feu et à sang. Pour moi, c'est effectivement un point culminant. Mais comment on va pouvoir distinguer dans le bruit des bottes actuelles ce qui relève de la stratégie politique et ce qui révèle un côté rituel, occulte à l'échelle planétaire ? Comment on peut faire la distinction ? Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de distinction. Si je comprends bien ta question, c'est l'armement, la guerre, les affrontements, c'est toujours une espèce de rituel. En fait, derrière tout ça, il y a quand même des forces sombres, des forces primordiales, des forces originelles qui sont des forces de chaos, des forces on peut dire d'entropie. Et ces forces-là, elles créent un chaos pour se nourrir énergétiquement de l'effroi, du désespoir, des pires aspects de l'humanité, l'avarice, la conquête territoriale, la peur du manque, tu vois, du plus gros au plus petit, parce que entre l'avarice, la peur du manque, et puis là, des conquêtes territoriales qui existent depuis tout le temps. Derrière ça, il y a des forces qui sont, on pourrait dire, maléfiques, mais qui sont propres à l'humain. C'est-à-dire que les forces maléfiques, elles sont pas seulement à l'extérieur, elles sont aussi à l'intérieur. Ils sont tous en train de vouloir tirer la couverture à eux et prendre le pas sur toutes les richesses mondiales, sans tenir compte de l'humain, qui d'ailleurs pour beaucoup est considéré comme en surnombre sur face de la Terre.
beaucoup on va dire, de religions qui sont pas des vraies religions, hein. Par exemple, les Illuminati, c'est une forme de dogme, une forme de religion. Les cultes à Moloch aussi, les cultes de Bélial, c'est des sortes de religions sataniques. Ils sont tous persuadés qu'il y a trop d'humains sur Terre et que la Terre y gagnerait à être moins peuplée, et uniquement peuplée d'eux d'ailleurs. Ouais. Et le danger, c'est que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui pensent ça aussi. Il y a beaucoup de gens, y compris à voix écologique, hein, qui pensent qu'effectivement, il y a trop d'humains sur Terre. Donc, en fait, on voit qu'il y a des tas de forces qui s'affrontent en ce moment. Et nous, on est un petit peu perdus au milieu de tout ça. Oui, on ne parle pas de religion ici, on parle de biais sectaires principalement, mais oui, la crémation de Caire, au niveau de Moloch, on avait un insider qui avait une chaîne qui s'appelait Infowars, et j'ai un trou de mémoire, mais il est très connu, qui avait fait un reportage en caméra cachée dans une de ces cérémonies, et c'est assez édifiant. Oui. On y retrouve des patrons de multinationales, des patrons du CAC 40 aussi, des Européens, des Asiatiques. C'est aussi... édifiant que ce qu'on pourrait voir aussi au comité de Bilderberg, etc. Ben oui. Nous, avec notre discours, parce que ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'on en parle, on n'arrive pas à un moment où on sature face à cette levée de bouclier en se disant, mais les amis, le train, on le voit arriver, il est sur les rails, on le voit arriver depuis plus d'une décennie. On ne fait que alerter depuis tout ce temps, et finalement vous vous réveillez tous au dernier moment et vous êtes là à vouloir nous tenir au courant de ce qui se passe, mais on a presque fait le chemin depuis en se disant à quoi bon, parce que qu'est-ce qu'on peut faire là, si ce n'est rester prostré, assis, regarder, prendre, excusez-moi, du cynisme, mais prendre du popcorn et voir le film se dérouler. Oui, en fait, là, ce que tu dis, là, cette théorie du popcorn, c'est la théorie un peu trumpiste, un peu Q. Alors moi, je suis ni trumpiste, tu vois, ni Q, ni Poutine d'ailleurs, ni notre monarchie française actuelle non plus. Ouais. La monarchie, oui, j'aime bien jouer. Oui, j'aime bien jouer avec le nom de notre cher président, n'est-ce pas? Ouais. Quand l'acronyme, ça peut être monarque. Jupiter. Ouais. Voilà, c'est ça. Et en fait, voilà, moi, je suis d'aucune obédience politique, ni même vraiment religieuse, à part peut-être cet esprit christique au sens Christos du terme, et non pas du tout au sens chrétien, catholique ou quelque chose comme ça. Et en fait, nous, qu'est-ce qu'on fait? En observant, sans chercher à prendre parti, parce que globalement, on n'y comprend pas grand-chose. Tout ce qu'on peut se dire, c'est qu'il y a eu des accords entre les différentes États, les différentes nations pour se partager le monde, pour se le déchirer, depuis la chute de l'Empire ottoman, tu vois, par exemple, au Moyen-Orient, puisque dans cette chute de l'Empire ottoman, et qui a été consolidée par les accords de Première et Seconde Guerre mondiale, surtout Seconde Guerre mondiale, les Anglais, les Français, les Américains se sont partagés, même les pays du Moyen-Orient, parce que on sait ça pour l'Europe, mais on ne sait pas que... Enfin, la plupart du temps, on ne le sait pas, qui se sont partagés les pays du Moyen-Orient, soit en protectorat, soit en accord économique. Donc, en fait, ce qu'on voit là maintenant, c'est que les alliés de hier deviennent les ennemis d'aujourd'hui, et c'est toujours la même chose, en fait. Et cette religion, elle est juste celle du profit. Comment aboutir à des résultats assez rapides, c'est de faire des pactes avec les forces sataniques. Et ce que tu disais sur ces grands événements où il y a des sacrifices humains, on a vu ce qui s'est passé au tunnel du Gothard, par exemple. Hein. Ah oui. Mais dans les réunions Rothschild aussi, il se passe la même chose, tu vois. Ariane de Rothschild, là, en ce moment, d'ailleurs, est largement impliquée dans les dossiers Epstein. Tu vois, les dossiers Epstein nous révèlent pas seulement la pédophilie, mais ils révèlent aussi les cultes sataniques. Hein. On se sont beaucoup moqués du Pizzagate, en lien avec, ça y est, je viens d'oublier son nom, mais la femme de John Podesta et Hillary Clinton. Hillary Clinton, voilà. Oui. On se moquait bien de nous à l'époque aussi, quand on en parlait. Hein. C'est encore un dossier qu'on avait... oui. On était tels des hussards sur le toit à vouloir en parler à qui voulait l'entendre. Et tout le monde se foutait littéralement de nous. Donc maintenant, avec l'affaire Einstein, c'est devenu une vérité évidente. Mais oui, mais tu sais, c'est tellement évident. En fait, là maintenant, c'est évident. Les dossiers sont sortis, c'est récupéré par les médias que l'on dit mainstream. Et quand on est vilain, on dit les merdias. Mais c'est aussi récupéré par tous les journaux dont on disait qu'ils étaient complotistes. Mais chacun y va de son explication. Et en fait, moi, je trouve qu'on vise un peu à diminuer la réalité de ce que c'est. C'est-à-dire que c'est pas seulement des riches milliardaires qui se font
piégés par le Mossad et qui se font filmer, et que Epstein, comme ça, tient dans son filet et fait chanter au niveau mondial, ce qui permet des accords économiques ou fermer les yeux sur certaines choses. Mais il y a aussi des cultes sataniques avec des sacrifices d'enfants, des démembrements, des choses absolument horribles, et aussi, et ça on ne le sait pas encore, mais ça va émerger, des fermes de clonage, des manipulations génétiques, comme ça a été fait pendant la Seconde Guerre mondiale, avec des tentatives d'hybridation, des choses épouvantables. Et aussi, tu sais, comme les vaches en batterie ou les cochons en batterie, il y a des femmes en batterie aussi dans ces endroits-là. Donc avec des enfants en batterie, c'est encore beaucoup plus terrible que ce qu'on nous raconte, simplement sur le sommet de l'iceberg, ce qui se passe juste avec la pédophilie. Donc là, on est vraiment dans un retournement de l'humanité, on est dans la satanisation de l'humanité. Ce qui est fait, c'est que les humains qui ont peur de ne pas accéder à une conscience supérieure ou à ce qu'on pourrait appeler l'Éden vont faire des cultes depuis, même du temps des druides, ça se faisait, et même encore avant. D'ailleurs, c'est ce que Yahvé demande, le sacrifice du premier-né. Donc, ils vont se retourner dans des cultes de sang, où on verse le sang pour obtenir de la force, de l'énergie de ces êtres sombres qui ne sont pas incarnés, qui se nourrissent de ça, les forces cnoniennes dont je parlais tout à l'heure. Tu parlais de clonage. Est-ce qu'on a des personnalités publiques qui sont mortes et que l'on voit en tant que clone actuellement sur nos écrans ? Quand je me branchais sur l'information il y a quelque temps, ça me semblait complètement fou. Mon mental de Nathalie, humain, ne voulait pas y croire. Or, au cours des différentes hypnoses que j'ai pu faire avec mes clients, il apparaît que oui, parce que on rencontre dans les hypnoses effectivement certains clones et certains phénomènes d'abduction aussi d'ailleurs, mais ça c'est encore un autre sujet. Donc oui, je pense que certains sont totalement morts, ou alors on fait des sortes de walk-in, et en fait leur corps est maintenant investi d'une présence autre que celle de la naissance. Ah, intéressant. Alors pour toi, le walking, c'est donc une possession. Parce qu'on a parlé avec Cyril de l'Arche de Savoir et il avait une toute autre définition du phénomène. Il était même farouchement contre cette notion de possession. Alors moi, je suis une walk-in, c'est-à-dire une walk-in de moi-même. Et voilà, c'est ça dont il parlait. C'est ça. Ça serait pas plus adéquat parce que quand tu nous dis walking, mais possédé par une entité tierce, est-ce que ça tient la route ? Je pense qu'il y a les deux. Parce que, alors, moi, je ne me suis pas auto-walkée. C'est ma présence qui a profité de mes noyades entre 2 ans et demi, la première fois et la deuxième fois 8 ans, qui a profité de ça pour pouvoir s'investir de plus en plus en moi. Parce qu'il y a des corps humains qui doivent abriter une âme, mais une âme dans une force vibratoire telle que ça peut pas se faire dès la naissance. Le conteneur n'est pas assez vaste. C'est ça. Le taux vibratoire est pas suffisant. Le phénomène aussi de la naissance qui nous oblige à l'oubli de toutes nos expériences passées fait que ça peut être suinté par ce phénomène de walk-in. Où on s'auto, pour faire rigoler, mais on s'auto-walk au lieu de s'auto-washer, tu sais, comme dans le 5e élément. Mais, et sinon, il y a aussi des phénomènes de possession, mais qui sont prévus avant incarnation. C'est-à-dire qu'il y a des âmes qui viennent terminer, parce qu'il faut savoir qu'on est dans un cycle d'apocalypse, là, nous, dans notre époque actuelle, en fin de ère du poisson, et donc c'est la fin des incarnations comme on pouvait le connaître. Or, il y a certaines âmes qui n'ont pas fini leur processus de guérison, donc elles ont besoin de terminer une incarnation dans un corps humain, et une fois qu'elles ont terminé cette incarnation, elles peuvent repartir, et à ce moment-là, une plus grande partie de l'âme source dont ces âmes-là sont issues peut venir s'incarner dans le même corps. Parce qu'un corps, pour être en capacité d'accepter une intégration, doit avoir une physiologie qui corresponde à la vibration de l'âme ou de l'essence esprit. Ça veut dire que n'importe qui peut pas venir posséder un corps, et en tout cas pas avec un brin de consentement au départ. Et ce brin de consentement, il peut être fait soit avant incarnation, soit du fait de la perte de l'âme au fur et à mesure des incarnations par le fait d'avoir fait des abominations, tu vois, d'avoir renié son âme et quelque part d'avoir vendu son âme au diable. Alors,
Pour étudier davantage ces phénomènes de walking, également les vibrations mètres 11, 22, 33, je vous invite à aller voir l'émission qu'on a fait avec Cyril de l'Arche du Savoir en début de saison 1. C'était le tout début d'Âme Dessine TV et c'était une des émissions phares de Cyril et il en parlait très bien. Il te rejoignait sur cette définition, il l'a expliqué d'une manière un peu plus longue, mais tout autant pédagogique. Bon, c'est intéressant, mais c'est pas forcément le sujet de cette émission. Alors, si on passe en revue un petit peu ce qu'on a pu dire depuis tout à l'heure, on a affaire à des forces involutives, satanistes, démoniaques, qui nous font passer nos discours comme étant des propos complotistes. Moi, je suis ami avec Étienne Chouard, j'ai eu la chance aussi de l'inviter au Zénith de Toulon, Zénith Oméga, de l'inviter aussi sur cette antenne et à l'époque sur Méta TV. Et son discours est clair et limpide. Il faut être complotiste. Et lui, les notions spirituelles lui échappent totalement. Hein. Il est tout autant conscient de ce qui se passe en coulisses, en arrière-boutique. Et quand on a des attaques sous faux drapeaux, des révolutions colorées, des guerres et des morts, parce qu'il faut savoir que l'Iran, ce qui se passe, c'est quand même une école avec 200 gamines qui ont été rayées de la carte et foudroyées par une bombe. C'est un drame. Bon, tout ce qui suit derrière, moi, je ne vais pas pleurer pour les influenceurs à Dubaï qui se sentent menacés par des missiles dans le ciel. Bon, même si tous ceux qui répondent à ça en disant qu'ils s'expatrient fiscalement, qu'ils ont refusé de payer leur impôt français, on va y venir. On va y venir sur ces impôts français. Système d'impôts français, est-ce que c'est encore une excuse ou un argument? Mais la menace est réelle. Hein. Quand on parle de conflit, il y avait l'Ukraine, ok, ça pouvait être considéré comme un épiphénomène, mais là, on a un risque réel de bombe nucléaire. Je pense qu'il est possible qu'une ou deux villes ou qu'une région entière de l'Iran se fasse vitrifier dans les mois à venir, puisqu'on est face à Israël qui emploie la technique du chien fou. Ils ont des bombes nucléaires infiltrées dans tous les pays du monde et ils sont littéralement prêts, éventuellement, à réagir si la réponse n'est pas adaptée en face. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce qu'on a une ingérence galactique qui pourrait encore advenir suite à ça pour nous protéger? Parce que là, on part vers le drame absolu. Alors, pour ce qui est des influences galactiques, elles sont déjà intervenues, hein, parce que tu vois, Tchernobyl aurait dû être bien pire. Il y a de nouveau des animaux sur les territoires de Tchernobyl. Il y a de nouveau des humains qui y habitent, etc. Il y avait eu une magnifique émission, je crois que c'était sur Arte, qui a filmé les gens vivant là-bas. Ils ont absolument aucune radiation, rien du tout. Les radiations sont descendues, je crois, au-delà de 30 cm sous le niveau de la Terre, enfin de la croûte, de la surface du gazon, on pourrait dire ça. Donc oui, à Fukushima aussi, il y a eu des interventions. Ils interviennent très 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 régulièrement pour atténuer les effets. Ensuite, bon, pour l'école, évidemment, mais au fond de moi, je me pose encore la question, sans vouloir heurter personne, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y avait des vrais journalistes sur place? Est-ce que, tu vois, on manipule tellement facilement les images maintenant que je ne sais plus. Je sais plus ce qui peut être vrai ou pas vrai. Il y a beaucoup de films de guerre qui n'en sont pas. En réalité, c'est des films. Donc, s'il y a quelqu'un sur place et qui en témoigne véritablement, ça, oui, c'est digne de foi. Maintenant, les films, les discours, les gens qui apparaissent, tu sais, en film, avec l'IA ou la fabrication d'images. Mais là, on a des agences de presse indépendantes, des journalistes freelance qui viennent corroborer et relayer l'information. C'est sûr qu'après, on a beaucoup de vidéos faites par l'IA aussi. Ou tu sais, qui datent de... Voilà, ou qui datent d'années d'avant. Tu sais, comme les 2 tours qui se sont effondrées, les avions ont été rajoutés. Il y a jamais... Enfin bon, ça c'est un autre sujet. Mais les 2 tours n'ont pas été percutés par des avions. Les architectes nombreux qui ont étudié le phénomène le confirment. Ils disent c'est pas possible. Mais pour ce qui se passe en Iran, il y a une politique sous-jacente là-dessous. C'est vraiment quelque chose de chaotique. C'est-à-dire c'est mettre du chaos. Et en même temps, c'est revenir sur des anciennes séparations territoriales qui datent de la Seconde Guerre mondiale, hein, où il y a eu des accords de vente de pétrole, etc. En fait, moi, tu vois, ce que je vois avec le détroit d'Ormuz, c'est un petit peu ce qui se jouait sur le canal de Suez. Des guerres de transport maritime, c'est des guerres de conduite d'information. Parce que tu vois, dans le détroit d'Ormuz, il y a tous les câbles filaires qui transportent l'information, l'informatique. Il y a des câbles au fond de l'océan. Il y a vraiment une tentative de mainmise de l'information, du transport, soit des marchandises, soit de l'information. C'est vraiment des endroits qui sont stratégiques, tout comme le pôle Nord ou le pôle Sud, tu vois. Et là, il y a une redistribution, on va dire mondiale, hein, des forces en présence. Et
Moi, si je me place à un niveau au-dessus, alors évidemment que c'est terrible, tous ces gens qui se font massacrer. Moi-même, quand j'étais petite, donc je vivais à Bagdad au temps où Saddam Hussein a été placé par les Américains et les Anglais. Et en fait, j'ai vu ceux qui s'y opposaient, en fait, je les ai vus pendus aux arbres dans la ville. Quand j'allais à l'école le matin, un matin, il y avait des pendus. Donc en fait, malheureusement, quand des organismes comme la CIA ou le MI6 ou le Mossad décident de placer des présidents ou des rois à la tête de pays, là-dessous, nous, les humains, on n'est rien du tout pour eux. Tu vois, on est vraiment des mécréants. On est rien. On est soit de la chair à canon, soit de la chair à travailler, c'est tout. Par contre, il y a vraiment les prophéties qui ont annoncé tout ça depuis toujours. Tu vois, que ce soit des prophéties Hopi ou des prophéties, celles de l'Apocalypse ou celles du Ragnarok. Gog et Magog. Qui est Gog ? Qui est Magog ? Gog et Magog, en fait, c'est la force qui commande et le peuple. Donc là, je dirais que nous, on est des Magog, et Gog, c'est tous ceux qui nous écrabouillent, tu vois. Et quand on parle d'ailleurs alors c'est pas le Ragnarok, c'est l'Armageddon, mais ça, c'est en Israël, tu vois. Et moi, juste, tu vois, sur un jeu d'échecs qui se joue sur plusieurs niveaux, il y a quelque chose que j'observe et je me dis, cette attaque américaine et israélienne sur l'Iran, il faut se souvenir que Khomeini avait quand même été mis en place grâce à l'aide française. Khomeini, au départ, était en Iran. Il voulait renverser le Shah d'Iran qui avait été mis en place par les Anglais, parce que le père du Shah d'Iran commençait à vouloir l'indépendance pour l'Iran et redonner ses lettres de noblesse à l'Iran qui était perse, et avait le culte de Zoroastre. Et donc, il faut savoir qu'en Iran, il y avait d'énormes réserves de pétrole très importantes. Et donc, le père du Shah d'Iran, lui, voulait l'indépendance. Donc, les Anglais détrônent son père et mettent le Shah d'Iran. Le Shah d'Iran, au bout d'un moment, lui aussi, il a voulu libérer l'Iran des contraintes du protectorat anglais. Et donc, il a commencé à vouloir son indépendance. Et il avait Khomeini, qui était nourri comme ça par les Anglais et les Français. Bon, Khomeini part en Irak. Ça, c'était dans les années où j'y vivais avec papa et maman. L'Irak, donc Saddam Hussein, qui avait été mis là-bas par les Américains et les Anglais, sous pression de l'Iran, Saddam Hussein dit à Khomeini, maintenant tu dois partir. Il va où ? En France. Et là, la France l'accueille, évidemment avec l'idée d'accueillir les pauvres chassés de toutes parts, tu vois, les pauvres réfugiés politiques. Et donc la France lui offre toute la plateforme pour diffuser, notamment avec ces célèbres cassettes qui ont été envoyées en Iran, pour diffuser son message politique, où il parlait surtout pas de la gouvernance divine sur le peuple, il parlait de libérer l'Iran de l'affreux tyran. Donc, Khomeini, téléporté par les Français, retourne là-bas. Et mon père, à ce moment-là, a été en Iran, parce qu'entre-temps, nous, on a histoire politique, on se retrouve rapatriés en France. Et papa, lui, après quelques années difficiles en Irak, est nommé par sa compagnie en Iran. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il assiste à la fin du Shah d'Iran et à l'arrivée de Khomeini. Et en fait, le peuple était très content, mais il ne savait pas que ça allait être l'islam imposé. Au fil du temps, ils ont largement déchanté. Bon. Ensuite, qu'est-ce qui se passe maintenant ? C'est encore une fois une guerre pour le pétrole. Donc ça veut dire que l'Iran veut son pétrole pour lui, et à ce moment-là veut plus le partager avec les Occidentaux qui dépendent largement du pétrole du Moyen-Orient. Maintenant que grâce à l'Ukraine, ils ont plus le pétrole de la Russie, ni le gaz, tu vois. Et en fait, Trump, lui, il en a rien à faire du pétrole de l'Iran. Lui, il a le pétrole de son propre État, plus le pétrole de l'Alaska qu'il a racheté à la Russie. Donc, Trump, il n'a pas besoin du pétrole du Moyen-Orient. Par contre, il est bien embêté parce que à cause de ses engagements vis-à-vis de l'OTAN, il a des tas de bases dans le Moyen-Orient et il peut pas trop les retirer parce que Israël voulant l'hégémonie sur tout le Moyen-Orient, après que Rothschild l'ait acheté, plus d'autres accords, mais suite à Balfour avec l'Angleterre. Donc l'Israël, ce sont des terres la plupart du temps achetées ou données sous protectorat anglais, enlevées à la Palestine. Israël veut faire sa troisième Jérusalem. Oui. Et cette troisième Jérusalem, c'est l'IA. Alors oui, on va en parler de ça. Ils veulent aussi le retour du Mashiach. Oui.
Le Messie. Les sionistes antisémites, alors c'est d'ailleurs assez paradoxal, mais on a des sionistes antisémites aux États-Unis principalement, qui sont basés aussi en Israël et qui veulent le retour du Mashiach dans le sang et dans les cendres. C'est très très symbolique, c'est une guerre religieuse qu'on est en train de vivre. Oui. Alors, comme dit le pape, s'il n'avait pas crucifié 2000 ans plus tôt, il n'y aurait pas besoin d'attendre son retour. Ça, c'est le pape qui a donné un discours à peu près proche de ça, mais bon. On a reçu Alexis Ambre qui a écrit un livre qui s'appelle « Joseph Emmanuel le Nazoréen ». Elle a canalisé l'histoire de Jésus. Je lui avais demandé en fin d'émission si elle pensait qu'il allait revenir. Elle m'a dit s'il revient, c'est qu'il y aura de très gros problèmes sur Terre. Moi, je pense qu'il est déjà de retour. Moi, je pense qu'il est déjà de retour. J'ai eu une très nette vision en 2005 qui me le montrait. Il m'a dit « Je suis enfin revenu parmi les miens » et il était un enfant. Il voulait surtout pas être connu ni reconnu. Quand je l'ai vu, il sortait d'une grotte où il avait été un peu comme un yogi, tu vois, tout déshydraté. Ça m'a aussi fait penser à Babaji. Donc, il sortait de sa grotte tout déshydraté parce qu'il sentait que son peuple était de retour. Et son peuple, c'est pas que le peuple chrétien, c'est le peuple de la terre, c'est le peuple libre, le peuple franc, tu sais, les affranchis. Et c'est le peuple qui est réuni sous la bannière de l'amour inconditionnel, universel, le Christos. Le Christos qui est une notion beaucoup plus grande que Jésus ou que... Voilà, le Christos, c'est les enfants du soleil, en fait, c'est les enfants, les primo arrivés sur terre. Donc, ce Christos-là a délégué Yeshua notamment, enfin Jésus sur terre, mais il avait délégué d'autres avant, mais comme des prophètes, tu vois. Jésus, c'était un prophète. C'était pas le seul fils de Dieu. Nous sommes tous des enfants du divin. Et donc, il est déjà de retour, mais il se fera jamais reconnaître. Il veut juste être enfant parmi les siens. Et parmi les siens, c'est à la fois les siens, ses enfants, c'est-à-dire nous, les enfants du divin, mais c'est aussi ses frères et sœurs. Donc, il est déjà de retour. Cette troisième Jérusalem que les Israéliens veulent mettre en place, ou on peut dire les Juifs ou les sionistes, c'est une Jérusalem qui sera basée sur de l'oppression. Parce que tu vois, ils sont en train d'essayer de retourner faire le souk au Liban, en Syrie, etc. Et donc, qu'est-ce que veut Trump ? Lui, il veut la paix, tu vois. Il veut s'occuper de l'Amérique. Donc, il envoie sa guerre en Iran avec Israël. Israël se trouve maintenant bien enquiquiné parce que du coup, que fait l'Iran ? Évidemment, bombarde Israël. Ça va mettre à mal sa vision de la troisième Jérusalem parce que là, ils vont avoir beaucoup de choses à reconstruire. Donc, tu vois, l'Iran bombarde Israël et en même temps va bombarder autant que possible par ses Scuds ou ses missiles, je sais pas comment on appelle ça, certains pays du Moyen-Orient. Ces pays du Moyen-Orient qui ont été sous protectorat anglais pendant longtemps et qui, pour certains, notamment le Qatar, là, ils disent ras-le-bol de l'influence américaine, ras-le-bol de l'influence anglaise, reprenez vos bases, nous, on veut se débrouiller tout seul. Ça tombe bien, c'est justement ce que Trump voulait, tu vois, se concentrer sur la partie Amérique du Nord et Amérique du Sud. Donc finalement, en ayant l'air de rien, il est en train de sortir du Moyen-Orient pour se concentrer sur son fameux vœu Make America Great Again. Donc, qui est largement mis à mal, hein. C'est quand même contre-intuitif. Moi, quand j'entends Trump veut la paix, je suis assez dubitatif, hein, je ne vais pas te mentir. Non, en fait, là, il veut pas la paix, il veut avoir la paix, c'est pas la même chose. Il veut avoir la paix pour s'occuper de son pays, il veut faire son business tranquillement, sauf qu'il a un couteau sous la gorge parce qu'il est en lien étroit avec l'AIPAC et Israël qui lui met la pression en permanence. C'est ça. En parallèle, il a quand même cette politique d'ingérence, il a quand même été coupé des têtes, hein. Je veux dire, ce qu'il a fait au Venezuela, c'est pas rien. Nous, on a toute une audience et j'ai eu une tonne de désabonnements suite à mes propos avec David Mogiel quand j'en ai parlé. Mais oui, Trump, ça n'est pas un émissaire de la Confédération galactique, ça n'est pas le Messie, ça n'est pas un ange, c'est un homme politique qui a réussi à prendre les rênes des États-Unis, d'un des pays les plus puissants au monde. Donc, arrêtez de l'idolâtrer, si je puis dire. Tu me parlais des QAnon tout à l'heure, hein, on les a mis en rage, mais il faut dire les termes à un moment, merde, ça devient évident, quoi.
En fait, pour moi, c'est beaucoup plus grand que ça. Tu sais, moi, je vais rejoindre un petit peu les philosophes, un peu comme les stoïciens ou un peu comme Hegel, par exemple. Moi, je pense qu'il y a un esprit universel, il y a, on peut dire, une conscience universelle. Il y en a qui disent Dieu, tu vois, pour moi, Dieu, dimension d'intelligence dans des états d'énergie unifiés, DIEU, qui gère tout ça par le... Tu sais, c'est comme une sorte de négantropie qui vient de l'entropie. Voilà. Il y a un chaos, il y a une perturbation dans tous les systèmes pour aboutir à une sorte d'harmonie progressivement. Et c'est comme si cette conscience divine, elle apprenait de tout ce qui se passe, tu vois. Elle apprend le mal, la douleur, l'amour, elle apprend le respect de la vie, elle auto-apprend avec un phénomène comme de résistivité, tu vois, où l'information part et revient, et ainsi de suite. Et ça revient toujours au point source, c'est digéré, puis ça repart de plus en plus loin. Et moi, ce que je pense, c'est que ce soit Trump, ou que ce soit Poutine, ou Xi Jinping, ou même le président de Corée du Nord, etc., c'est tous, sans le vouloir, des sortes de pions du divin, tu vois. Et ils peuvent être investis de certaines missions au niveau de leur pays, mais ça participe à un plus grand collectif, tu vois. Il y a quelque chose qui se passe. Et nous, les humains de la base, c'est à nous maintenant de reprendre nos positions. C'est à nous d'arrêter de croire en des sauveurs, tu vois. C'est pour ça, Jésus, non, il va pas revenir en tant que Jésus. D'ailleurs, il se ferait à nouveau crucifié, pas pris au sérieux, personne ne le croirait. Donc, il n'a pas intérêt à se manifester dans une forme physique en se prétendant être Jésus. Hein. Toi, personne ne le croirait. J'aimerais qu'on passe à la partie sur l'effondrement et le contrôle de l'économie et notamment de la société. On va se rapprocher de la France aussi. Les monnaies numériques des banques centrales arrivent à grands pas. On parle d'un marquage final d'un nouveau système économique avec les CBDE, etc. On en a déjà parlé. Hein. On va peut-être pas trop tarder là-dessus, mais comment on peut préserver notre liberté individuelle quand l'accès à ses propres ressources devient conditionné par une identité numérique. On n'a pas parlé de ça, mais il y a énormément de lanceurs d'alerte qui ont été débancarisés. Nous, sur Amdessine TV, en tout cas, moi, je me permets de sortir des sentiers battus. Hein. On ne parle pas que de spiritualité. J'ai envie de percer cette coquille, ce noyau béni oui-oui, un petit peu New Age, hein, qu'on nous attribue d'ailleurs à chaque émission. Et pourtant, il faut parler aussi de géopolitique, il faut parler aussi de politique. Et quand on parle de tous ces sujets-là, on peut être débancarisé. La France, j'ai un coup de gueule à passer. Ça devient catastrophique. Ça devient vraiment dramatique, ce qui se passe en France. Et je connais encore 3 personnes ce dernier mois qui ont été débancarisées. Donc, interdiction d'accès à leurs fonds personnels et à leurs fonds professionnels. Parce qu'ils parlaient trop. Jusqu'où on va aller ? Oui, c'est l'extrême censure. C'est l'extrême censure sous couvert de protection. Hein. Tu sais, c'est le confinement. C'est vraiment... en fait, ce qui s'est passé en 2019 et en 2020, et on le sait tous, tous ceux qui sont un peu réveillés sur le sujet, c'était un test de la docilité. Donc, on a été testé sur la docilité. On a accepté de mettre des muselières, hein, des masques. Hein. Alors moi, j'avais pris celui de One Piece. Hein. Mon masque, c'était un drapeau de pirate. Voilà. Donc, j'ai comme ça pu manifester que d'accord, je veux bien mettre le masque, mais voilà, faut quand même pas me faire prendre des vessies pour des lanternes. Hein. Donc, j'avais mon masque One Piece et voilà, c'était d'ailleurs bizarrement regardé par tous ceux qui suivaient, tu vois. Donc, on a été testé sur notre docilité. Ça, c'était le premier test. Et puis, donc, masque, injection forcée, de trucs, donc on n'avait aucun recul là-dessus. Bon. Deuxième test, y a eu les différentes crises sanitaires pour les animaux. Donc là, un des derniers, c'était sur les abattages massifs de bovins, où on a vu... la docilité par rapport à ça, et aussi où on a vu le manque d'entraide entre les agriculteurs, parce que il y a eu beaucoup de mouvements de solidarité, mais ça aurait pu être encore mieux quand même, hein. Vraiment, ça aurait pu être mieux.
Parce que maintenant, on sait, le président de la FNSEA, il a des actions en Amérique du Sud pour faire importer des vaches de là-bas en France, qui n'ont pas du tout les mêmes comment dirais-je, les mêmes labels. Toujours ce président de la FNSEA, d'ailleurs, il a des blés d'Ukraine qu'il importe en France, alors que nous, en France, on a des quotas à respecter. Donc, il faut bien comprendre que ce qui se passe dans tous nos niveaux en France est complètement corrompu. Ceux qui sont chargés de soi-disant nous défendre, par exemple le Conseil de l'ordre des médecins, qui est chargé de faire respecter des règles éthiques, hein, ça, là en ce moment ils sont en problème. Il y a je ne sais pas comment on appelle la surveillance des médias à la télé, l'audiovisuel. C'était là anciennement il y a le CSA, c'est devenu l'Arcom. Voilà, eux, ils sont en grand problème. Enfin, en tout cas, certaines chaînes sont en problème actuellement parce qu'on se rend compte qu'il y a eu des tas de détournements de fonds et même il y a quelques accusations de choses qui se seraient pas... C'est pas très joli côté sexuel. Il y a des scandales de partout, les financements du CNC, mais tu sais que l'Arcom va prendre aussi le contrôle de YouTube à la rentrée en France. Bien sûr. Mais là, on est testé sur notre docilité, en fait. Et sur la docilité du français, qui normalement est un peuple franc, hein, français, franc, donc la franchise, mais aussi affranchi, ça veut dire libre. Donc les Français, Gaulois réfractaires, hein, comme certains ont pu dire, et donc il faut passer en force, hein, ça c'est le discours du biais cognitif, tu vois, on nous fait passer pour des réfractaires, donc ça veut dire qu'on est contre toute forme de raison et de sagesse, donc il faut nous forcer avec les votes qui respectent même pas la volonté des parlementaires. Donc la France, en fait, a un très, très grand rôle à jouer, non pas de révolutionnaire, parce que là aussi, on le sait, ça a été largement monté par la franc-maçonnerie, qui voulait liquider le roi Louis XVI, qui était en passe de faire avoir des droits fondamentaux pour les Français, avec une protection de la santé, justement. Louis XVI était en train de pondre des textes pour protéger les Français. Ça n'allait pas dans les intérêts financiers de ceux qui tenaient tout ça. Donc, fausse révolution. Donc là, on a été testé sur la docilité pour le médical. On est testé aussi, là, en ce moment, sur le gasoil. Tu sais, on est en confinement énergétique, alors qu'en rade de Brest et même voilà, dans la Manche et ailleurs, il y a des pétroliers qui tournent avec plein de pétrole. Faut savoir ça, au large de Brest et autres. Il n'y a pas de manque de pétrole, en fait. C'est juste que les pétroliers sont en train de tourner en mer sans livrer leur cargaison. Oui, puis on a Total Energy qui a accumulé un chiffre d'affaires record encore ces deux derniers mois. Des taxes qui restent encore à la hausse. Donc, est-ce que c'est vraiment le pétrole et regarde comment la France s'est renflouée un petit peu ses caisses. Là. Enfin bon, on a tellement de milliards de dettes. C'est pas les 275 millions de taxes qui viennent d'être payées par les Français qui vont renflouer nos dettes. Bon, mais n'empêche que avec les taxes actuelles, on est en train de rembourser certaines dettes, alors que on pourrait ne pas être privé de pétrole. Il y en a sur des pétroliers. Et je ne sais plus quel auteur en parle. J'avais lu un livre. C'était un auteur... je sais pas, c'est un auteur français... Laurent Gounel. Et il en a parlé dans un de ses livres. Il parlait de la façon de faire monter les prix du pétrole en faisant tourner les pétroliers en pleine mer qui dégazent en plus et qui polluent. En fait, on est vraiment... on est testé sur notre docilité. Donc, ces contrôles de faciès, tu sais, en fait, là, on est en train de nous dire, oh là là, il faudra, pour protéger les adolescents et qu'ils aillent plus sur les réseaux sociaux, ils trouveront toujours quelqu'un pour les y aider. Hein. C'est comme quand on leur dit de pas boire d'alcool, ils envoient quelqu'un d'autre qui a l'air un peu plus vieux et qui va acheter des bouteilles. Hein. Donc tu sais, pour protéger, il faut mettre un masque. Pour protéger, il faut s'injecter. Pour protéger, il faut pas rouler en voiture trop. Il faut être plusieurs dans la même voiture. Il faut pas prendre l'avion. Il faut se restreindre de plus en plus, pendant que d'autres mènent la belle vie. Et donc ça, on est testé sur notre naïveté aussi, sur le sauveur, le bon père du peuple, hein, le gouverne qui nous ment. Et donc on est testé continuellement. Et la seule solution, c'est de commencer à
Et c'est ce que Solaris fait, par exemple, tu sais, ou d'autres réseaux comme la June ou comme le Sel ou comme plein de monnaies locales. Ce qu'il faut commencer à faire maintenant, c'est s'organiser localement pour échanger des biens contre des biens et des services dans une monnaie qui serait celle que l'on s'invente à la base. Et sortir du système de cette oligarchie financière. C'était le dollar. Maintenant, avec les BRICS, ça a mis un terme un peu à l'hégémonie du dollar, mais maintenant, ça va être la monnaie numérique, tu vois. Mais qu'est-ce qui va nous empêcher, nous, tu sais, au niveau local, de s'échanger, comme dans le temps, des bouts de papier, des reconnaissances, tu sais. Et on va s'échanger les services, on va se recréer une monnaie locale. Les gens sont en train de s'organiser au niveau territorial. Et en fait, il faut réinventer des modes politiques qui sont des modes horizontaux plutôt que pyramidaux. Et le vote, c'est terrible, le vote. Tu délègues ton autorité à quelqu'un qui, une fois élu, va pas la respecter. Tu vois, le vote, ça aussi, c'est un mensonge, c'est une fausse démocratie. Donc, en fait, il y a tout à repenser, mais moi, je sais que ça commence déjà à être repensé. Tu sais, il y a de plus en plus de gens qui se mettent ensemble pour réfléchir et pour, par la base, remonter un nouveau système d'échange qui sera plus juste. Nathalie, merci pour cet éclairage. Alors pour ceux qui nous regardent et qui sentent qu'il est temps de passer de la compréhension à l'action, on organise un rendez-vous crucial le dimanche 31 mai. Nathalie animera un atelier exclusif. Crise mondiale, chaos final ou grande traversée. L'idée, elle est simple. Si l'émission imposait le cadre, l'atelier vous donnera les outils. Alors Nathalie vous transmettra des pratiques concrètes, respiratoires, posturales et issues des traditions nagales pour traverser ce chaos non pas en victime mais en être souverain. C'est d'ailleurs de ce dont on parle depuis tout à l'heure, la souveraineté. Ensemble, on ira jusqu'à l'ouverture des 7 sceaux de l'Apocalypse sous la guidance des archanges. Un conseil important, il ne faut pas tarder. Le dernier atelier, il a été complet en seulement quelques jours. Donc si vous voulez participer au direct et interagir avec Nathalie, on prend le temps de laisser la parole à tout le monde. Ça nous a pris 5h30 la dernière fois. Réservez votre place dès maintenant via le lien en description. Et pour les retardataires, le replay, il restera bien entendu disponible. Mais le direct, c'est quand même une expérience à part. Alors Nathalie, on se réjouit de te retrouver le 31 mai pour transformer cette épreuve en un véritable levier de puissance personnelle. Tu as certainement d'autres informations à nous partager sur ce moment qu'on va pouvoir passer ensemble. Pour ceux qui disent que ta chaîne elle est un peu New Age, etc. Bon, moi je m'intéresse beaucoup à la géopolitique et aussi. Voilà, donc c'est pour ça que je te parle de ces sujets-là. Ouais. Mais tout est cause à effet, tout est lié intrinsèquement. Mais donc, oui. Et en fait, on ne peut pas séparer la géopolitique, l'histoire, de notre capacité divine de discernement. Il faut avoir du discernement pour observer tout ça. Et qu'est-ce qui fait qu'on manque de discernement ? C'est qu'on a peur. On a peur parce qu'on n'a pas réglé encore à l'intérieur de nous tout ce qui a constitué notre histoire, c'est-à-dire les manques et puis le manque d'amour, le manque d'argent, le manque de confiance en l'avenir, etc. Et aussi le manque de connaissance, parce que quand on se connaît soi-même, on connaît les plans de l'univers, on connaît et vice-versa. C'est-à-dire quand on comprend les plans de l'univers, on comprend que la vie ne veut que la vie. La vie est toujours un processus d'amélioration. Donc, on va s'améliorer nous-mêmes. Et les 7 sceaux, c'est en lien avec nos chakras. C'est aussi en lien avec l'arbre de vie. C'est aussi en lien avec des clés de compréhension. Donc, on parlera de tout ça. Les pratiques Nagual, ça va être des pratiques de respiration, des pratiques de transformation, ou on va dire de transcendance de ces éléments du passé en des meilleures versions pour notre présent et notre futur. Je vais utiliser aussi des moyens un petit peu, pas d'hypnose, mais d'expansion de conscience pour nous aider. Et puis,
il y a encore plein de choses qui vont descendre. Alors, il y a les archanges qui m'aident beaucoup en ce moment. Alors, sans être archange à la façon, bon, un peu fleuri, quoi, un peu. Non, pour moi, les archanges, c'est selon la tradition de la Kabbale, hein, ce sont ces grandes forces énergétiques qui avec des degrés vibratoires différents, agissent sur nos séphirotes et qui, comme ça, peuvent nous aider à transcender certaines épreuves. Et en fait, le but de l'atelier, qu'est-ce que c'est? C'est de se sortir un peu grandi comme ça. Et c'est grandir. Alors, il y a une phrase qui m'est venue, c'était de lâcher les larmes, hein, et sans prendre les armes pour autant. Mais les armes, elles vont être divines, elles vont être de conscience, elles vont être de plus être dans l'engrenage en fait, mais d'observer les choses. Tu vois, on appelle ça la flèche du temps, c'est-à-dire de prendre de la hauteur, de grandir et d'avoir les bons outils pour ça. Pour ceux qui pourraient nous reprocher de fournir du contenu payant, sachez déjà d'une part que toutes les informations sont mises à disposition gratuitement dans un premier temps et tout le monde n'est pas obligé de venir approfondir. Mais après, pour ce qui est des échanges et des interactions, des extensions, parce qu'on ne peut pas faire des émissions de 4 heures, oui, on vous demande une participation. Alors, on va quand même parler de souveraineté et de résistance intérieure. Comment ne pas sombrer dans le désespoir face à l'ampleur de ce qui arrive, Nathalie ? Ah, mais parce on est venu pour ça, hein. Alors on va me dire, la réponse est facile, mais on le sent. Alors, bon, toute la population terrestre n'est pas venue pour ça. Il y en a, ils sont venus pour terminer un parcours de vie, un parcours d'incarnation. Tu vois, j'en parlais tout à l'heure, régler certaines formes de karma. Mais la plupart d'entre nous, plus d'un tiers d'entre nous, hein, on est vraiment venus pour ça. On est venus pour se transcender. On est venus pour passer de la 3e densité vibratoire. Parce que, ah oui, tiens, qu'est-ce que c'est 3D, qu'est-ce que c'est? C'est 3 dimensions. 3e dimension, ok, mais ça veut dire densité vibratoire liée à un effet gravitationnel. Quand on passe dans ce qu'on appelle la 4D et la 5D, donc là en ce moment on est dans la 4D, un moment où on doit faire des choix, un moment où on doit s'alléger vibratoirement pour monter de plan vibratoire. Donc 5D, c'est 5e dimension constituée par une densité vibratoire différente. Donc nous, on est venu pour ça et on le sait. Tu sais qu'on s'appelle des starseeds ou des indigos ou des stoïciens ou des je sais pas quoi. Il y en a qui parlent de diamants, etc. Enfin, il y a plein de termes. On le sait. Alors maintenant, on est des neurodivergents d'ailleurs, parce que la plupart d'entre nous, on est des. Alors avant, on disait neuroatypiques. Mais peut-être que neuroatypique ou Asperger, on se l'est un peu trop pété grave, comme on dit. Il y a énormément de zèbres, de TPH, PE, IE. Oui. Mais on a été recalés là. Là maintenant, on est de nouveau autistes. On est relégué en D2. C'est ça. On n'est plus Asperger, on est autiste. Et alors, on n'est plus neuroatypique, on est neurodivergent. Parce que ça veut dire qu'au lieu d'arriver à converger dans une pensée qui va être utile, alors moi j'appelle ça la monopensée, pour eux c'est de la pensée utile, tu vois, de la pensée productrice, nous on est des neurodivergents, c'est-à-dire on est éparpillés, ça part dans tous les sens. Pour moi, je me relie plutôt au film qui s'appelle Divergente, que j'ai adoré, où on est d'aucune case et en fait on est en capacité de s'adapter, d'être très résilient et d'avoir des pensées non locales. Ça tombe bien, on vient de découvrir que le cerveau, la conscience, c'est non local. La conscience est non locale dans un cerveau, et elle est juste reliée à une espèce de point d'ancrage qui s'appellerait le cerveau dans la boîte crânienne, tu vois. Donc en fait, nous, on va jouer avec ça dans l'atelier. On va s'amuser, on va dédramatiser, on va juste observer ce qui se passe. Et on va grandir, en fait. On va reprendre notre vraie place d'humain pensant. Moi, j'aime bien dire des homo spiritus, tu vois. Mais dans un vrai sens de religare aussi, c'est-à-dire de reliance, et pas des religions dogmatiques. L'atelier, c'est ça. C'est reprendre
notre capacité d'observation avec un état d'optimisme parce que on va sentir en nous la force de vivre des solutions, de les poser, de les mettre dans l'action. Parce que penser, c'est bien, mais agir, c'est encore mieux. Et surtout pas dans la révolte, parce que ce qui risque de se passer, maintenant qu'on a bien passé avec brio tous nos tests de soumission, la meilleure chose qui pourrait éviter une élection en 2027, ce serait quand même de décréter l'état d'urgence militaire. Oui, mais ce qui va pouvoir advenir dans tous les cas avec la situation géopolitique actuelle. C'est d'ailleurs le plan qui est élaboré depuis 1 an et demi, selon certains. Il y aurait déjà des directives qui auraient été fournies à certains services publics en prévision par rapport à ce qui pourrait venir de ce côté-là. Mais ça ne se passera pas. Ça se passera pas parce que l'humanité a compris, tu sais. Les choses ne peuvent se faire que dans l'ignorance. Or, nous ne sommes plus des ignorants. Nous avons compris les choses. Donc, ça ne peut pas se passer parce que le poids de notre conscience mis bout à bout, si tu veux, va faire que le résultat sera supérieur quelque part au poids de notre conscience. Et c'est une loi mathématique, c'est que la somme des parties, elle est inférieure en réalité à la somme, elle est au-delà de la somme du tout, tu vois. Donc en fait, ça ne peut pas se passer. Parce que il y a quelque chose qui s'est passé qui est vraiment chouette à voir, c'est que nos obédiences ou notre docilité, elle a diminué au fur et à mesure, tu vois. Elle a diminué au fur et à mesure des tests. C'est-à-dire qu'au début, tout le monde y est allé en 2020, et puis là, maintenant, tu vois, on n'y va plus. C'est-à-dire que on s'intéresse plus. Alors, le danger, c'est l'indifférence. Bon. Et puis aussi, il y a 2 dangers, l'indifférence et l'égrégore constitué par le choc de l'effroi. Plus on est effrayé, plus on crée un égrégore négatif, plus ça nourrit la bête. Donc c'est pour ça qu'il nous est demandé, là, au niveau spirituel, au niveau de l'esprit, de la conscience du tout, de savoir garder notre harmonie intérieure, notre qualité d'équilibre, en fait, pour fabriquer un nouvel égrégore, celui de l'harmonie et de la paix. Autant marcher sur un fil de rasoir, hein. C'est un peu une technique de funambule qu'on nous demande d'adopter là. C'est ça. Il faut savoir garder son ancrage, ne pas tomber dans la peur, ne pas tomber dans l'ingérence, mais ne pas non plus aussi tomber dans l'oubli, puisque la politique, soit on s'en occupe, soit c'est elle qui s'occupe de nous. Effectivement, les échéances de 2027 arrivent à grands pas et on est prostré par rapport encore à un nouveau scénario d'égrégore complètement dégueulasses qui vont nous tomber sur la tronche encore pendant 3-4 mois. Et un statu quo, hein, toujours les mêmes clivages, droite-gauche, toujours les mêmes sujets législatifs qui vont revenir sur la table. On n'aura jamais, au grand jamais, j'en parle avec de nombreux ufologues, de réalité exopolitique évoquée, encore moins spirituelle. Et j'ai l'impression de voir une impasse, moi. Je suis très pessimiste en ce moment. Vous avez encore une preuve à l'image et en audio, pour ceux qui nous écoutent sur les podcasts, que je suis un intervieweur. Je ne fais pas preuve de sagesse du côté spirituel, même si ça m'aide et ça me rassure. Mais je vois un tableau très noirci par tout ce qui est en train de se passer là actuellement, Nathalie. Mais oui. Ça nous demande de nous souvenir d'où nous venons, en fait, tu vois. Moi, je suis très aidée parce que grâce à mes petites expériences de noyade et de mort imminente, parce que j'en ai quand même vécu 3, ça m'aide à me souvenir d'où je viens. C'est-à-dire que heureusement, j'ai échappé à l'effacement à l'oubli, à cet effacement de l'expérience de toutes mes vies antérieures. Donc moi, je me souviens d'où je viens et je me souviens que de nombreux humains sont venus de ce même endroit que moi, c'est-à-dire que on vient de cette meilleure ligne temporelle de la Terre, on vient pour rappeler à la Terre que on évolue, que tout va bien, que demain ça va aller mieux, qu'il faut juste garder dans notre cœur cette puissance de conviction divine, de foi, je dirais, mais pas en un sauveur, non, de se rendre compte que c'est notre énergie lumière, c'est ce qui nous constitue, c'est de la lumière, c'est ça qui est puissant, c'est la vibration cardiaque, tu vois, c'est
Alors, je ne sais plus si on peut dire qu'on est constitué de quarks, de bosons, si on est du photon, mais en tout cas, on est de la lumière. Et cette puissance de cœur, c'est elle qui change les choses. C'est vrai qu'aussi, j'arrive à relativiser davantage quand je me rappelle que tout ça n'est qu'un jeu et qu'effectivement, ça n'est qu'une réalité parmi tant d'autres. Alors, j'aimerais qu'on focalise un petit peu, malgré tout, sur notre histoire, la France. Ce beau pays, mais qui a l'air néanmoins d'être l'épicentre, le terrier de la bête, quoi. On a toutes les lois liberticides qui passent en premier, quoi. On y va les deux pieds et les deux mains devant. On en revient à cette loi qui arrivera en septembre. Les gens n'arrivent pas à jauger. Nous, on est directement impactés en tant que créateurs de contenu. Donc forcément, on arrive à goûter la couleuvre qu'on va nous préparer au repas. Pour protéger les jeunes, c'est ça ? Oui, pour protéger les jeunes, mais ça sera avant tout un contrôle absolu sur l'information. Donc forcément, peut-être une situation qui va s'empirer, c'est ce qu'il prévoit en tout cas, par le biais de ce CSA, de cet ancien CSA qui s'appelle l'ARCOM et qui va avoir un droit de regard sur les contenus éditoriaux maintenant, non plus qu'à la télé, mais aussi sur les réseaux sociaux. Ça concernera aussi Facebook, Instagram, etc. Est-ce que la France elle a un destin particulier ? On en parlait avec Mathieu Lavaux, avec Michel Desailles dans une émission spécialement dédiée à ce sujet. Mais toi, qu'est-ce que tu pourras nous donner, nous transmettre comme information par rapport à ce beau pays qui se voit vraiment centralisé à travers toutes les merdes possibles et inimaginables qu'on peut avoir dans tout ce modernisme. Tu as eu Michel Desailles et Mathieu Lavaux, donc là déjà tu as eu des belles réponses. Mais la France, en fait, elle est née, elle a été conçue pour sa mission. Cette forme hexagonale, elle l'a pas eue du premier coup. L'hexagone, qu'est-ce que c'est ? C'est une Merkaba, c'est-à-dire c'est 6 côtés. 6 côtés, quand tu les mets en volume, en 3D, ou même, tu as une Merkaba, c'est-à-dire un véhicule de lumière. Donc déjà là tu te dis, ah tiens, curieux quand même, le corps de la France, c'est une Merkaba, c'est un véhicule de lumière. Donc ça veut dire que cette forme, elle va impacter nos pensées. Elle va impacter notre capacité à transcender le sombre par la lumière que nous sommes. On a quand même vendu la statue de la liberté, on a offert la statue de la liberté à la France, cette statue, aux États-Unis. Donc cette statue de la liberté, elle porte un flambeau. Le modèle, il était conçu en France. Par des francs-maçons. On a eu Jeanne d'Arc, oui. Et en fait, ça représente quoi ? Ça veut dire que la France porte ce flambeau de liberté. Alors, tous les francs-maçons, pas tous étaient des affreux joujos, et même encore maintenant, il y en a qui sont super bien. Voilà, ce ne sont pas tous dans les mêmes loges. Et donc la France, elle apporte la lumière du monde. Elle porte la lumière du monde. Excuse-moi, mais moi, la statue de la liberté me fait penser étroitement. Donc, elle a été offerte par les francs-maçons. Elle me fait penser à Ishtar, la déesse Ishtar. Quand tu me parles du porteur de lumière, forcément, ça me fait penser à Lucifer. On retrouve cette symbologie. Et là, je vous invite à aller voir de grands experts américains qui en parlent, des complotistes, bien entendu. Un ami à David Icke, dont je ne me souviens plus le nom, qui est mort depuis, paix à son âme, qui a réussi à décrypter, à débunker cette porteuse de lumière un peu partout, notamment dans les industries du cinéma et du divertissement. Tu sais comment on utilise la force de la lumière ? C'est en la renversant pour la transformer en ombre. C'est-à-dire que Ishtarinana a été précipitée, qui est aussi liée à Lilith, a été précipitée dans les enfers pour poursuivre. Je crois que c'était le démon Baal. Alors Baal, il me semble que c'était Baal. Voilà, donc c'était un couple qui était comme ça promu aux enfers. Mais au départ, en fait, c'était la liberté et l'indépendance. Donc ils ont été renversés. Et Jésus et Marie-Madeleine étaient appelés les porteurs de lumière, étaient appelés les Lucifères. Ils sont nommés quelquefois comme ça dans l'Ancien Testament. Donc en fait, comment on détourne la puissance de la lumière en la séparant de la notion d'amour et de la notion du bien, tu vois. En détruisant l'amour, on va détruire donc l'amour de son prochain, l'amour du divin, l'amour de la vie. En détruisant l'amour, on va ternir la lumière, en fait. On va comme rendre la lumière artificielle. Et c'est ce que
que j'appelle New Age, au nouillage, fait. C'est-à-dire qu'il transforme la vraie lumière qui éclaire le monde en une lumière falsifiée, qui est juste un pauvre petit néon, tu vois, qui brille, mais si on coupe l'électricité, il n'y en a plus. Donc en fait, la France, elle vient apporter cette lumière au monde. Dans ses sous-sols, il y a quand même aussi pas mal de cristaux. Par exemple, là où j'habite, dans le Berry, il faut savoir que au niveau géologique, le sous-sol, c'est du cristal, c'est du quartz. Il y en a plein les champs, ça bousille les socs des charrues. Enfin, voilà. Et en fait, ce cristal qui est là dans le sol français, on a le même dans la tête, dans la glande pinéale, on a de la calcite ou de l'apatite, ça dépend des versions. Mais donc, on a des cristaux dans notre corps. Notre eau, l'eau de notre corps, c'est un cristal. Donc la France est un pays en fait extrêmement vibratoire. Et notre culture celtique est vibratoire. Les Vikings aussi nous ont bien, alors pour certains envahis, pour d'autres essayé de nous sauver des Romains, ça dépend des versions. Mais donc on a toutes ces bases-là. Et grâce au fait qu'on ait de l'immigration en France, on a aussi des bases musulmanes, on a des bases juives, on a cet enrichissement comme ça, qui pour certains est un appauvrissement, mais en réalité, moi je pense que tous ceux qui reviennent maintenant sur le sol français ont quelque chose à faire dans cette libération de cette lumière qui est dans le cœur de chacun. Donc il y a aussi les étoiles alors Polaris, c'est la grande casserole, l'étoile polaire autour de la grande ours et petit ours, voilà. Elle se reflète sur le sol de France. Je suis en train de lire un bouquin là qui en parle. Donc en fait, la France, c'est un peu une sorte de cartographie du ciel où les étoiles du ciel se retrouvent. On voit, il y a eu pas mal d'apparitions mariales en France. On a eu Jeanne d'Arc aussi, qui était là, pas du tout d'ailleurs la petite fille de pauvre. Les laboureurs, non, c'était un noble à qui elle a été confiée parce qu'elle était fille de France. Elle était la sœur du futur roi de France qu'elle a elle-même fait couronner. Donc en fait, la France, c'est de là aussi que le siècle des Lumières est parti rayonner partout. La France a eu des accords avec le monde entier. Donc en fait, la langue francophone a été parlée et la langue francophone porte une vibration particulière. Donc on a en nous ça, le coq, il est là. Le coq, c'est le prélude du phénix. On a le coq en nous. On est... D'ailleurs, on n'a pas que le coq, on a aussi le sanglier, on a, bon ça c'est un peu chamanique, mais on a les tribus franches, les tribus gauloises avaient comme animaux représentants, il y avait le cerf, c'est le Christ, on avait le coq, on avait le sanglier, l'ours aussi, dans le Berry, beaucoup l'ours. Tu sais, on a une force extraordinaire, nous, en France. Et même avec, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui rouspètent sur l'immigration, mais même avec cette force des gens qui reviennent, pour moi, ils reviennent. Les âmes, tu sais, les âmes, elles habitent dans plein de cultures, elles habitent dans plein de corps. Moi qui suis très très blanche de peau parce que j'ai des ancêtres écossais, dans une de mes vies, j'étais tout ce qu'il y a de plus noir en Égypte. Donc... les âmes, elles reviennent et elles connaissent leur mission. Oui, mais c'est peut-être pas le retour de cette immigration qui dérange, ou tout au moins pour certains, oui, mais pour d'autres, c'est plus ce sentiment de détestation, d'auto-détestation, puisqu'on a honte d'être français aujourd'hui. Ben oui, c'est fait exprès. Comment tu veux que la puissance de cette lumière vibrale que nous avons dans le cœur, elle puisse se manifester si nous ne nous aimons pas, si nous nous... Aime-toi. Ça parle d'amour, tout ça. Donc, tout est fait pour qu'on se déteste les uns des autres, et puis pour qu'on se déteste nous-mêmes, pour qu'on perde notre dignité, tu vois. La posture, en fait, qui est à retrouver maintenant, c'est celle de la dignité. Tu vois, il faut arrêter d'être humilié. Quand on nous appelle les sans-dents ou quand on nous appelle les Gaulois réfractaires, enfin, c'est des termes qui sont péjoratifs, ça. Tout est fait pour nous humilier. Mais en réalité, les Français sont très forts. C'est parce que
Moi, le système des Français, tu vois, les Français la débrouille. Regarde, pendant la Grande Guerre mondiale, la seconde, les gens, il y a eu beaucoup de collaborateurs, il y a eu beaucoup de gens qui ont laissé faire, mais il y a eu beaucoup de gens courageux qui ont passé des roast beef, pas les Anglais, hein, mais des roast beef de viande à travers la ligne de démarcation, tu vois. Les Français sont des gens extrêmement courageux. Oui, mais fort dommage que les générations actuelles ne savent pas du tout de quoi on parle quand on leur parle de Jean Moulin, par exemple. Ah bah oui, ça c'est parce que on est tous devant la télé ou les Parce qu'il y a une tablettes. impulsion politique, culturelle et cinématographique qui nous pousse à l'autodétestation, parce que tout ça c'est impulsé qui plus est par des blancs cisgenres riches, Soros et compagnie. Alors on a dit tous les mots-clés dans cette vidéo. Tu sais que j'ai fait en sorte de me protéger pour la rentrée en septembre. Je veux te dire, si on n'est pas censuré, on a du bol. D'ailleurs, beaucoup de créateurs de contenu se plaignent d'avoir des pertes d'audience assez significatives, ce qui n'est pas mon cas, malgré le fait qu'on soit totalement débridé. Écoute, on continue. Visiblement, on a une protection. Serais-tu l'opposition contrôlée? Oui, à ce moment-là, ils m'ont mal contrôlé, ils ont mal mis la laisse, les pauvres. Non, parce que tu sais, maintenant, ceux qui ne sont pas censurés, parce qu'ils ont les bonnes protections au niveau du divin. Ah, forcément. C'est douteux. Suspect. Voilà. On dit, je te suspecte. Non, mais moi, j'ai envie de te dire qu'au contraire, plus ça va aller, plus je vais partir en roue libre, quoi. Ça va être spectacle pour vous, les amis. Parce qu'il y a énormément d'informations qu'on garde pour nous. Moi, je fais de la rétention d'informations, notamment sur le milieu de la dissidence francophone. Parce que j'ai quand même 15 ans de parcours dans cette atmosphère, dans ce microcosme. Et il y a des gens dans la dissidence francophone, parce qu'il faut pas croire, ils ont phagocyté les deux côtés, hein, ne soyez pas dupes. Il y en a qui travaillent pour Macron, et j'ai les preuves directes et formelles de ça depuis plus de 10 ans. Sauf que si jamais j'en parlais publiquement, si je donnais des noms, je mettrais en danger pas que moi, mais aussi ma famille. Parce qu'on a affaire à une mafia, clairement. Tout comme toi, tu as pu aussi être en lien avec certaines communautés spirituelles très, très, très élevées, hein, qui vendent des best-sellers et qui font des conférences partout dans le monde et qui ne parlent que pognon à longueur de journée. Nous, on vend une conférence à 60 ou 70 euros, on est déjà montré du doigt. Bon, ça, c'est très typiquement francophone. Mais là, on parle de gens qui font des millions et des milliards sur ce domaine-là aussi. Il faut, en cette période, qu'on parte en roue libre, qu'on arrête la langue de bois et qu'on parle, qu'on dise les termes, quitte à se faire des ennemis et à voir ce qui se passe. En fait, les gens sont conditionnés par des tas de biais cognitifs. Hein. Il suffit d'avoir une tête un peu sympa, on t'écoute. Il suffit qu'une vérité un mensonge, soit martelé suffisamment longtemps par des têtes sympas. Hop, ça devient des vérités. Tout ça, c'est des biais cognitifs. Les gens sont dirigés par ça. C'est une manipulation de l'opinion. Alors, ça, alors moi, je vais pas pousser des grands coups de gueulante parce que c'est vraiment pas mon style. Tu vois, moi, je suis poisson, tranquille, je nage. Nage droit devant toi. Voilà. Je suis Sagittaire, je vais un petit peu plus dans le oui, tas. Je comprends. Ouais. mais tu vois, moi, je vais pas pousser des coups de gueulante, mais je vais dire les choses. Tu vois, quand je dis que le conflit en Iran, il sert vachement bien Trump, qui voit que Israël se fait dézinguer. Moi, je crois que ça sert ses projets indirects, tu vois. Ça lui permet de se libérer un peu de la pression israélienne. Tu as cette vision très décalée, hein, parce que ça rejoint certains théoriciens, qu'en fait, Trump laisse le chaos arriver, laisse les choses se faire pour qu'on puisse voir au grand jour le vrai visage d'Israël. Oui, pour moi, ça fait partie de ce qu'il fait, oui. Tu sais... En fait, des fois, il faut faire l'imbécile, le fou du roi. Tu sais, le fou du roi, qu'est-ce qu'il fait ? Il va faire l'andouille. Il va grossir les défauts du roi. Il va mettre il va grossir les défauts du roi. Donc, que fait Trump ? Il fait le fou du roi. Le roi, c'est nous, hein, c'est le roi, c'est le monde, c'est les gens. Donc lui, il va grossir tous les traits. Il va faire l'imbécile pour attirer l'attention. Il va... tu vois, moi, je ne peux pas croire... Comme notre monarque, je ne peux pas penser que notre monarque,
qui a quand même fait des grandes écoles. Il fait quand même partie de la clique de Rothschild. Ils vont pas mettre un gars à la tête de la France qui a pas une intelligence hors norme. Tu vois, pour moi, nous dire que c'est des fous qui nous dirigent, je veux pas le croire. Que ce soit des fous d'eux-mêmes, tu vois, des fous narcissiques, ça je veux bien le croire, oui. Mais que ce soit des gens inintelligents, non, je peux pas le croire. Les gars, ils vont pas miser des millions, voire des milliards, sur une tête de pays qui serait complètement dingo. Même Biden, qui était derrière lui? Biden, Macron, tous ces gens-là ont des syndromes post-traumatiques. Il y a une dissociation qui a été faite à l'enfance. Bien sûr, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont fous, tu vois. Macron, pour moi, Macron, il est complètement dissocié, mais ça veut dire qu'il y a une partie de lui qui est machiavélique. Et pour moi, Biden, qui était derrière lui? C'était Obama. Oui, encore une fois, ça c'est aussi très contre-intuitif, mais Obama a été un des plus grands va-t-en-guerre parmi tous les présidents américains, malgré le fait qu'il chante très bien. Qui présente bien l'image. Mais tu vois, comment tu peux faire bouger un monde qui croit en les valeurs qu'on lui a imposées, tu vois? Eh ben, en faisant le fou, en fait, et il n'est pas le seul à faire le fou. Hein. Tu as le président de Corée du Nord qui fait le fou aussi. Tu as Xi Jinping, il fait bien le fou. Quant à Poutine, lui, il fait le fou à sa façon, tu vois. Ils font tous un peu des choses bizarres, mais qui viennent un peu secouer le cocotier. Et moi, je pense que là derrière, il y a une intelligence réelle qui est à l'œuvre et qui se sert des hommes. Je veux dire, un gars comme Trump, il en a absolument rien à faire qu'on se fiche de sa tronche. Attends, il n'est pas devenu multimillionnaire, voire milliardaire, en étant idiot. Un gars comme Elon Musk, c'est pareil. Ils en ont rien à faire de ce qu'on peut penser d'eux. Donc, ils vont faire les fous, ils vont faire... toi, ce dernier vol là vers la Lune, c'est n'importe quoi. On avait vu ce que ça avait donné la dernière fois. Pour moi, c'est encore des extravagances qui nous attirent l'attention sur le fait que c'est des mensonges. Pour moi, c'est se mettre en avant, en fait, en faisant le fou pour attirer l'attention et pour que les choses soient évidentes. Et dire que le monde est dirigé par des forces extraterrestres involutives, bon, c'est pas possible. Dire que il y a des gens qui sont cannibales et qui nous gouvernent, c'est pas possible non plus. Donc il faut avoir la scène de la scène, tu sais, je sais plus quand est-ce qu'il y a eu cette scène, c'était aux Jeux Olympiques. Tu sais, quand ils ont fait la scène avec... on a vu un testicule en face du visage d'un enfant sur le tableau avec Bacchus qui était représenté par un personnage LGBT. Enfin oui, c'était complètement farfelu. Oui. Donc on peut... Tu vois, on nous montre les choses. Le Gothard, pareil, on nous montre les choses. Les derniers concerts, Céline Dion, tiens, on ne sait pas si elle est vivante ou morte. Ils vont nous faire, ils font un concert avec un Céline Dion en hologramme qui va coûter aussi cher voire plus que si elle était venue en vrai. Ça nous montre quoi? Ça nous montre qu'on peut faire une réalité visuelle qui n'a rien à voir avec une réalité organique, tu vois. Mmh. Tout est montré là. On est vraiment dans cette fin des temps où on nous montre les choses. Mais il ne faut pas nous les montrer d'une manière trop effrayante non plus, bien que ce soit assez effrayant comme ça, parce que sinon, il va se passer un état de discognition totale où on va être en fragmentation de notre psyché. Et là, on va créer des égrégores énergétiques qui vont empêcher l'évolution du monde, tu vois. Si les révélations sont faites d'une façon trop violente, on va être totalement stupéfait déjà, mais surtout on va générer, alors il y en a qui parlent de lush, on peut parler d'énergie plasmique, on peut parler d'énergie libre, notre champ photonique, voilà, on peut donner différents noms. Mais quel que soit le nom, ça va former une espèce d'égrégore énergétique qui va enfermer l'évolution de la Terre dans quelque chose qui sera de l'ordre de la stupeur, tu vois. Donc, ce champ morphique de stupeur va étouffer le phénomène d'élévation et de notre conscience. Donc, c'est pour ça que les choses sont montrées,
petit à petit, pour que chacun ait son discernement, et choisissent la voie du milieu, tu sais, ce qu'on appelle la voie le pilier du milieu, Shushuna, voilà, la flèche, voilà, il y a différents noms. Donc cette voie du milieu, c'est celle vers laquelle nous devons tous tendre. Et si le système s'effondre demain, sur quel pilier devons-nous reconstruire ? Je vais te dire, sur le pilier de la famille, le pilier de l'amour, le pilier de l'entraide, du partage, le pilier où on partage ce qui nous reste. Et il y en a bien qui auront des graines, il y en a bien qui ont des champs, tu vois, il y en a bien qui auront des granges. Tu vois, c'est ça le pilier. Le pilier fondamental, c'est le pilier de l'entraide, du partage entre les humains. Tu penses qu'on va retourner à l'âge de pierre ? Non, ça a déjà été fait plusieurs fois. Et la conscience divine a compris que c'était pas vraiment la solution. C'est ce qui s'est passé après la chute de l'Atlantide et de la Lémurie. Hein. On est un petit peu retourné à l'âge de pierre. Encore avant, d'ailleurs, après la terre des géants, au moment des déluges, tu vois. Donc, non, je pense que là, d'après les Hopis, on est à la 4e civilisation, on est en train d'accéder au 5e monde. Ça veut dire qu'il y a eu, en tout cas, 5 âges de pierre. Donc là, je pense que la conscience divine a assez appris à travers nos erreurs et qu'elle va nous épargner ça. Justement, ça me fait poser une question très importante. Pourquoi et en quoi tant de prophéties, donc anciennes et modernes, convergent-elles vers cette période exacte, Nathalie ? Alors ça, on va revenir sur le temps qui n'est pas linéaire, tu vois. Les gens qui sont capables de se délocaliser, qui sont capables d'avoir cette conscience expansée, ne sont plus prisonniers du temps. Et donc, alors on peut parler de voyage astral, mais on peut aussi parler de dédoublement, de bilocation. Et tiens, j'ai d'ailleurs des anecdotes assez intéressantes là-dessus, et qui font qu'on a accès à tous les plans de l'univers, et on a accès à toutes les lignes temporelles possibles. Donc, ces gens avaient probablement des capacités de vision extra-élargie où ils avaient accès à ces lignes de temps, ces potentiels, et qu'ils ont ramenés sous forme de prophétie. Et j'ai plusieurs expériences qui sont arrivées à certains de mes amis qui m'envoient des messages en me disant mais t'as rien. Alors, il y en a une, par exemple, elle était dans sa cuisine, je crois, et elle s'est entendue elle-même parler dans une autre pièce. Et c'est arrivé plusieurs fois. Et notamment, une autre fois, son compagnon l'entend rentrer, claquer la porte, dire « Bonjour, je suis rentrée ». 10 minutes après, elle rentre, elle claque la porte, elle dit « Bonjour, je suis rentrée ». Alors, lui, il a jamais témoigné d'aucun don particulier. Et il lui dit « Mais enfin... qu'est-ce que t'as fait ? T'es parti, t'es venu, t'es ressorti. » Il dit, bah non, j'arrive maintenant. Bah lui, il l'avait entendu 10 minutes avant. Donc, ça veut dire que, en fait, le temps, il n'est pas localisé. Tu vois, il n'est pas géolocalisé. En ce moment, il y a différentes lignes de temps qui se chevauchent. Et ça, c'est exactement ce qui se passe maintenant. C'est-à-dire qu'en ce moment, on est en train de changer de ligne de temps. Alors, Philippe Guillemot en parle déjà pas mal. Moi j'appelle ça la 4D. Donc, on a un choix à faire. On est dans cette dimension de densité vibratoire où on a un choix à faire. Et un autre exemple, j'ai de Guadeloupe cette fois, j'ai une amie qui m'appelle et qui me dit « Oh là là, il m'est arrivé un drôle de truc, ça a recommencé. » Elle a des sortes de... Tout d'un coup, elle se sent dans une bulle et elle est plus dans le temps. Elle entend les choses, mais comme étouffée à travers une bulle. Et là, elle est au volant de la voiture. Et ça lui arrive plusieurs fois. Et là, elle est au volant de sa voiture. Et elle a dans sa bulle, tout allait bien, la conduit, voilà. Dans la réalité, elle aurait tapé la voiture de devant et le gars serait venu lui dire mais alors, ça va pas du tout. Or, elle est sortie de sa voiture, il n'y avait pas de gars, personne ne lui a rien dit. Donc, en fait, elle a vécu 2 réalités alternatives en même temps. Et c'est arrivé il y a 4 jours. Et donc, en fait, en ce moment, on est dans un chevauchement de lignes de temps. Et c'est comme ça que les prophéties se créent. C'est quand on est dans ces trous de verre, si tu veux, ou dans ces chevauchements. Et ça va dépendre du choix que nous allons faire de
comme tu le disais dans ton introduction, soit on va sombrer dans cette faille de pessimisme et de catastrophisme, soit au contraire, on comprend qu'il y a une autre direction à prendre et qu'il y a cette verticalisation, cette flèche du temps qui nous demande de nous élever pour passer en 5D, pour changer de densité vibratoire. Oui, d'ailleurs, je dois émettre un petit détail par rapport au fait que j'ai été un peu alarmiste pendant cette émission sur un point de vue global, situationnel, d'un point de vue sociétal, mais personnellement, je prends bien entendu en compte tous les conseils de mes intervenants depuis bien avant Amdessine TV, et je peux témoigner du fait qu'il y a un principe quantique, un principe de résonance et de vibration qui fait que au niveau individuel, vous pouvez vivre la vie de vos rêves. Vous pouvez passer entre les mailles du filet, vous pouvez esquiver toutes les gouttes et avoir un rayon de soleil permanent au-dessus de vous. C'est largement possible, mais ça demande un travail assez considérable, justement de s'extirper, de s'émanciper de cette information globale, de cette ligne de temps commune qui nous est à toutes et à tous attribuée au quotidien, puisqu'il y a peut-être une multitude de possibilités et d'éventualités, de lignes de temps différentes, mais il y en a bien une seule qu'on va adopter communément. 2. Il y en aura 2. Ah. Il y en aura 2. C'est-à-dire qu'il y a donc ceux qui vont... Ouais. Ah. Mais ça, c'est clairement depuis 2003-2005, j'ai tout le temps ça. C'est-à-dire, et j'ai pu retrouver des écrits d'autres personnes qui ressentent la même chose, tu vois. Non, il y a 2 lignes de temps, là. Même Philippe Guillemont le dit, d'ailleurs. Hein, il parle du pire futur et du meilleur futur. Il y a ces 2 possibilités. Tu vois, il y a comme ce qu'a vécu mon ami, il y a soit l'accident, soit il se passe rien, tu vois. Dans une ligne de temps, elle heurte la voiture qui est devant, elle se fait engueuler par le bonhomme. Dans son autre ligne de temps, elle sort avec son fils, il y a rien. Laquelle se concrétisera factuellement dans la matière. Est-ce qu'on aura ces 2 lignes de temps juxtaposées sur un même globe ? Non. C'est-à-dire des gens qui vont vivre l'enfer et d'autres qui vont vivre le paradis Si tu veux, on va plus être dans la même densité vibratoire. Donc ceux qui vont vivre l'enfer, on les verra pas, on saura même pas qu'ils existent et on les oubliera totalement. Ça veut dire que la ligne de temps dans laquelle on va, c'est celle en laquelle on croit. C'est celle en laquelle on porte notre foi, tu vois. Et c'est ça l'important, c'est vraiment hyper important, c'est d'avoir la foi en notre meilleur présent et notre meilleur avenir. Et ça, c'est un exercice à faire tous les jours. Tous les jours, je bénis ma meilleure journée, par exemple. Tous les jours, je bénir au sens de remettre au centre de la croix, tu vois. Pas la crucifixion. Je bénis ma meilleure journée, je bénis l'harmonie dans ma vie, tu vois. Tous les jours, j'y pense. Et donc, ça nous demande d'être spectateur de notre propre pensée, d'être dans l'observation de notre pensée. Par exemple, au lieu de dire « j'ai la malchance de », on va dire « j'ai la chance de », tu vois. On va arrêter de se maudire, M-A-U-D-R-I-E, par des mots MOTS dit. Quid de nos proches, de notre famille, de ceux qui resteront sur ces peurs et sur ces pensées obscures? Alors ça, tu sais, j'ai eu la réponse en 2020 dans une de mes guidances. Hein. Ce que vous avez dans le cœur ne seront pas oubliés. C'est-à-dire ce que vous avez dans le cœur. Donc c'est tous ceux et celles, mais c'est aussi ceux, c'est eux. Donc ceux que vous avez dans le cœur ne sont pas et ne seront pas oubliés. Et ça avait même dit n'ont pas été oubliés. Donc c'était un peu... Ça veut dire que quand on revient sur Terre, actuellement, hein, je parle de cette incarnation-là, on retrouve ceux que nous avons aimés, que ce soit dans nos enfants, dans nos maris ou dans nos femmes, tu vois, si on en a eu plusieurs, dans nos familles. Alors, même quand on les déteste parce qu'ils nous ont fait du mal, dans une autre vie, nous nous sommes aimés, figure-toi. Et donc, ceux que nous avons dans le cœur ne sont pas oubliés, ne seront pas oubliés. Et alors, c'était rigolo parce que ça disait « charge à vous de vous en occuper ». Autrement dit, s'ils n'ont pas fait le boulot de l'évolution, s'ils n'ont rien compris à la densité vibratoire, à la qualité de nos émanations, à la qualité de l'amour
s'ils n'ont rien compris de tout ça. Mais qu'on les emmène, comme Merlin l'Enchanteur, toi, dans notre petit sac à main, parce que tout est holographique. Donc, si on s'en souvient, on va les réintroduire de façon holographique, mais en même temps complètement réelle. Notre cerveau, il nous fabrique la réalité en laquelle nous croyons. Donc, en fait, on va les emmener avec nous. C'est-à-dire qu'ils vont ils vont comme être téléportés ou démolécularisés, remolécularisés. Toi, on peut dire ce qu'on veut. On peut mettre les mots que l'on veut. Ils vont venir avec nous. Mais ils n'auront pas vécu le travail intérieur d'élévation de conscience et de compréhension du système du monde. Donc, ça s'appelle tomber des nues. Ils vont tomber des nues. Donc, il va falloir qu'on s'en occupe. Il va falloir qu'on leur apprenne la vie. Tu vois, un peu comme dans La Belle Verte, hein, il va falloir qu'on les câble. Très beau film d'ailleurs. Donc à la question « Suis-je le gardien de mon frère ?» tu réponds positivement. J'espère que c'est une bonne réponse pour toi, mais je te dis oui. Ça paraît pas évident. Et non, c'est pas forcément... Non, c'est pas évident. Parce que... c'est pas évident, non. Mais... On a des gens qui sont proches, qui sont dans notre famille, qui sont tellement éloignés de nous. Parfois, ou même dans notre cercle social ou des amis d'enfance, et on a trop de wagons de retard, quoi, si tu veux. Bon, donc ça paraît assez... Garde-les dans ton cœur, aime-les. Tu sais, ça nous est pas demandé de les aimer au point de nous faire houspiller sans arrêt, tu sais, ça nous demande pas ça, non. Mais est-ce qu'on pourrait les prendre par la main ? Tu peux même les prendre par le bout de l'ongle. On ne pourra pas les forcer à ôter leurs œillères. En fait, qu'est-ce que c'est un effondrement de l'onde ? Un effondrement de l'onde, c'est quand l'électron devient photon. C'est quand des particules deviennent autre chose. Voilà, un effondrement de l'onde. Donc, toi, tu les aimes. Ils sont dans ton cœur. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de t'empêcher d'avancer pour les attendre. Hein. Avance, ne te retourne pas. Et à ce moment-là, continue de les aimer comme ils sont, sans vouloir les changer, et même si eux veulent te changer, parce que la plupart du temps, c'est ça. Mais qu'est-ce qui fait qu'on veut changer les autres ? C'est quelque part qu'on les aime, qu'on a peur que la distance devienne tellement élastique et lointaine, qu'on les perde de vue pour toujours. Donc on veut les convaincre. Bon, dans convaincre, tu vas vaincre les cons. Personne veut être un con, personne veut être vaincu. Bon, donc avance, aime ton frère, comme toi-même, et ensuite, quand il y a l'effondrement de l'onde qui va se présenter, quand nos particules vont se métamorphoser, comme le Christ nous l'a montré dans la transfiguration, à ce moment-là, continue de l'aimer. Quand tu seras réintroduit dans ta nouvelle densité, qui sera tout aussi ferme que celle-ci, parce qu'elle va vibrer à la même vitesse que toi, à ce moment-là, pense à ton frère, il va se réintroduire dans ton univers, il sera complètement hagard, parce qu'il n'aura plus du tout le même environnement, il n'aura pas du tout la même vie qu'avant, et donc il faudra lui expliquer les choses, lui dire, écoute, je suis désolée, malgré tout, j'ai continué de t'aimer, peut-être même qu'il va t'en vouloir un peu, mais il n'y aura que l'amour, en fait. L'amour, ça va être la nouvelle loi d'attraction. Donc, ça sera une nouvelle force électromagnétique, mais dont la base sera amour universel, c'est-à-dire considération de l'autre. Donc, il finira par succomber à l'état d'amour. Ça prendra peut-être du temps. Dans mes visions, en fait, ils sont habillés un peu comme des gueux. Je veux pas dire qu'ils sont dégueux, mais voilà. Ils n'ont pas les mêmes vêtements que nous, parce que nous, on a des vêtements qui sont en amour, alors qu'eux, ils ont des vêtements qui sont encore un peu rustiques. Et on doit leur apprendre à bâtir des maisons, à planter des choux, etc. Alors que nous, on va savoir manipuler l'énergie libre et créer par notre alliance avec le plasma, tu vois. Donc, on n'aura pas les mêmes vies. Il faudra leur apprendre des choses. Nathalie, 50 000 personnes sur les plateformes de podcast ont écouté notre entrevue, notre première entrevue, et plus de 200 000 personnes sur YouTube. C'est énorme. Je ne m'en rends pas compte, mais oui. Quid de 3i Atlas, cette pseudo-comète dont on a parlé en long et en large, avec une vision, tout ce qu'il y a de plus décalé. Il y a eu...
je sais même plus combien de commentaires, des commentaires dithyrambiques et d'autres beaucoup plus critiques, tu peux imaginer. Il y en a énormément qui ont été supprimés parce qu'encore une fois, la critique est acceptée. Alors là, dans le chat, pendant les premières, il n'y a pas de souci, mais les modérateurs sont au courant. Si jamais il y a des insultes ou des attaques ad hominem, là, ça saute et vous êtes banni dans la seconde. À savoir et à rappeler, qu'est-ce qui se passe avec Troy Atlas quelques mois après? Est-ce qu'on peut faire un petit débrief? Parce que de nombreuses personnes en parlent et ont posé la question, t'imagines bien. Alors, j'ai moins de nouvelles de lui qu'avant, parce que l'essentiel avait été dit. Moi, je suis pas comme ceux qui font des voyages astro, c'est-à-dire, je vais pas me projeter à l'intérieur, je vais pas décrire des choses qui s'y trouvent ou pas, d'ailleurs, parce que des fois, ces voyages astro, c'est plutôt un peu poudre de perlimpinpin. Par contre, ce qu'il m'a dit, donc il est vers Jupiter, là, et il semble... Ouais, ça y est, j'ai des frissons dès que je me connecte à lui, quand même. Alors, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il était en train de se vider. Alors, il m'a clairement dit qu'il était en train de projeter une armada. Alors, ce qui serait intéressant pour ceux qui ont tu sais comment on appelle ça, des télescopes ou des choses comme ça serait de regarder un peu ce qui se passe. Est-ce qu'il n'y a pas des taches colorées autour de lui, des choses comme ça? Parce que il me dit qu'il est en train de lâcher des armadas pour justement créer autour de la Terre une espèce de bouclier anti-armatomique, anti-désintégration de l'atmosphère et de tout ce qui est support de vie. Donc, il m'a dit ça. Il me le redit. Donc, oui, il a lancé, c'est déjà fait, une armada autour de la Terre pour maintenir ce qu'il appelle la grille. Alors, dans les termes que nous, on comprend, c'est grille solaire. Parce qu'en plus, il y a comme un effondrement de la magnétosphère et donc, il faut maintenir une certaine stabilité alors, il me dit bio-organique autour de la Terre pour que le biotope puisse continuer d'exister. Et lui, il s'est vidé de ça. Il s'est vidé de cette armada. Oui, il a hésité à refaire une boucle, une ellipse, pour revenir vers nous. Mais là, non. La décision qui a été prise, c'est d'envoyer cette armada et de lui de continuer. Alors, pourquoi il ne revient pas? Il continue vers Jupiter, il va passer derrière. Non, il a dit que sa mission était accomplie, qu'il était temps pour lui d'aller dans un autre espace-temps. D'ailleurs, il va disparaître assez brutalement à un moment donné, parce qu'il me montre qu'il va faire une sorte d'accélération, et on va plus le voir. Et l'armada, par contre, est bien en place. Alors, l'armada, elle est en lien avec des vaisseaux qui sont dans notre Terre. Bon, mais alors là, on va encore me jeter des tomates, parce que là, ça dit qu'il y a des vaisseaux dans l'intraterre qui sont en train de stabiliser la grille cristalline. On peut appeler ça grille cristalline dans l'intraterre. C'est comme si dans l'intraterre et autour de la Terre, il y a deux grilles qui sont en train de se syntoniser l'une avec l'autre pour préparer justement quelque part la transfiguration de la surface de la Terre avec nous à bord. Parce que la Terre est comme un vaisseau. Elle se déplace. Et voilà ce que dit Troy Atlas. Bon, il est désolé pour les incrédules. Il tient quand même à faire remarquer qu'il ne s'est pas désintégré comme bon nombre l'avait prédit. Donc, il dit rien que ça pourrait déjà porter à réflexion. Voilà. Parce que là, moi, je n'ai plus suivi après ce qui se disait, ce qui ne se disait pas. Mais voilà. Apparemment, on attendait qu'il se désintègre. Ça ne s'est pas fait. Donc, voilà. Je dirais à réfléchir. Je te remercie, Nathalie, pour ce petit retour. On vous invite à aller voir la première émission qu'on a faite ensemble sur Troy Atlas, qu'on a fait en décembre. Il n'y a pas si longtemps que ça, mais il y a eu énormément de retours par rapport à celle-ci. Nathalie, ça serait quoi pour toi ta plus grande peur pour les mois à venir? J'en ai pas. Alors, par contre, il y a Troy Atlas qui dit qu'il a envoyé des sortes de guerriers. Tu vois, c'est intéressant de lui poser des questions. Parce qu'il me dit qu'il a envoyé des sortes de guerriers, des guerriers qui sont en train de s'incarner là maintenant sur Terre. C'est assez puissant là, ce qui arrive là. Ça, tu sais, ça me fait une espèce de pression là, comme ça. Donc, il a envoyé des guerriers sur Terre, des puissants guerriers pour justement
un peu comme dompter des forces. C'est dompter des forces de chaos. Ah ben ça, je suis rassurée. Dompter des forces de chaos originelles qui tendraient de vouloir prendre le contrôle de notre évolution et ça va pas pouvoir se faire parce que il envoie ses guerriers qui vont les ramener pas à la raison, mais je dirais à la maison. Alors ça, c'est extraordinaire parce que ça fait écho à ce qui m'est arrivé en Inde, parce que j'étais en Inde jusqu'au 28 février. Et pour visiter les fameuses grottes de Barabar. Et là, dans une de ces grottes, à un moment donné, j'ai chanté, tu sais, mais alors il faut chanter tout doucement dans les grottes, hein, parce que sinon tu ressors, t'es sourd. L'écho, la réverbération, c'est extraordinaire. Et t'as l'impression d'être dans un bol tibétain géant, tu vois. Donc tu bourdonnes, hein, tu bu comme ça, pas plus. Hein. Et là, donc je faisais ça. Et à ce moment-là, j'ai eu une impression qu'il n'y avait plus de mur, que j'étais un peu comme sur une plateforme au milieu du cosmos. Et là, j'ai senti une forme à ma droite qui était comme un nuage noir, une sorte de spectre, truc vraiment effrayant. Et j'ai senti qu'il m'observait comme... il était à la fois immobile et guettant le moment où il pouvait me sauter dessus, tu vois. C'était, j'ai eu les pétoches, je dois bien le dire. Et donc là, j'ai fait encore un petit ouh, tu vois, comme ça. Et puis je suis sortie. Et quand je suis sortie, j'étais au soleil, et là, j'ai demandé ce que c'était. Et ça m'a dit que c'était ces forces primales, forces primordiales, qui sont celles des débuts de la Terre, de la formation de la Terre après son choc initial et sa reconfiguration. Elle a eu des forces comme ça. Et ça m'a relié aux travaux du CERN où ils ont ouvert des portails multidimensionnels sur des forces de l'ombre, des forces sombres, hein, qui veulent arriver sur Terre là en ce moment. Donc là, ce que Troyer Atlas vient de dire, et voilà, si tu peux, la peur que j'avais pour l'avenir, la seule, c'était ça. Que ces forces-là prennent le contrôle de l'évolution des relations humaines, tu vois, pour que les gens soient plus dans la détestation et la guerre que dans l'entraide et le partage. Donc là, merci Troyer Atlas, hein, parce que moi j'appelle Eyo d'ailleurs, parce que là, il vient de me montrer quelque chose qui me rassure grandement. Parce que nous, on n'a pas les moyens de lutter contre ces trucs. Hein. Parce qu'on parle de trou noir, là, hein, clairement. Oui, c'est plus qu'un trou noir. Là, c'est pas... tu sais, il y avait un film qui s'appelait La croisée des mondes, où il y a un jeune homme qui a un couteau, puis il fend l'espace-temps, comme ça. Il fend dans l'air, toi, il fait comme ça. Oui. Et il passe c'est un passage dimensionnel qu'il arrive à créer. Oui, là, c'était ce qui s'est passé. Sauf qu'ils avaient ouvert sur un monde où c'est pas des consciences qui habitent dans ces mondes, il n'y a pas de notion d'amour ni rien du tout, c'est juste des nuages qui bouffent tout, tu vois, c'est des formes énergétiques qui vont attaquer dès qu'elles peuvent pour consommer. Et là, c'était ça qui nous guettait. On est encore dans une dystopie à l'image de films ou de séries qu'on peut voir sur certaines plateformes. Écoute, oui, quand moi je suis tombée par hasard sur Stranger Things et j'ai vu ce truc, je me suis dit, la vache, ça correspond à ce que j'ai vu. Ça veut dire qu'en fait, ils nous annoncent les choses à l'avance. C'est la technique. Hein. Ils ne peuvent pas faire des choses s'ils ne nous préviennent pas. C'est la loi du libre arbitre. Et le fait qu'on voit quelque chose sans dire non, j'en veux pas, ça, c'est considéré comme du consentement. Oui, qui dit mot consent. Exactement. Donc, on voit en film des choses auxquelles il faut dire non, j'en veux pas, va des rétro-satanas, quoi. Tu sais, le signe de la croix comme ça, non. Parce que sinon, qui dit mot consent, et donc, voilà. Et oui, quand j'ai vu Stranger Things, je me suis dit, voilà, ça correspond à ce que j'avais vu. J'ai pas tenu 2 épisodes. Hein. Je sais pas pourquoi l'atmosphère de cette série m'a complètement déplu dès le départ, mais certains s'abreuvent de ce genre de fiction et effectivement créent peut-être aussi ce qu'ils appellent de leur vœu, hein, parce qu'en faisant ces séries-là, ils veulent créer cette ligne temporelle-là. Oui, tout à fait. C'est les 2 lignes temporelles qui se chevauchent. Et là, ce que vient de me montrer Eyo, c'est qu'il y a des sortes de guerriers particuliers qui ont ce pouvoir de ceinturer ces formes
par des ondes ou par je ne sais quoi. M'ont pas montré. C'est comme s'ils avaient des sortes de caisses, qui vont les absorber, un peu, au lieu que ce soit un séchoir à cheveux, c'est l'inverse, un aspirateur. Voilà, c'est comme des caisses qui vont les aspirer et les envoyer dans leur monde d'origine. Donc ça, c'est rassurant, parce que nous, on n'a pas les moyens énergétiques de lutter contre ces trucs. Ouais. On a trop de peur en nous, on peut pas. On a trop de failles en nous. On va finir avec une des questions qui a été sélectionnée parmi les co-créateurs. Nathalie, est-ce qu'on doit s'attendre à une coupure totale des réseaux et de l'électricité, hein, le fameux blackout dont tout le monde parle? Très sincèrement, j'entends que c'est pas le ni oui ni non normand, hein, mais j'entends que c'est pas encore décidé. Que forte probabilité de oui à 80%. Bon, on va dire, elle prend pas de risque en répondant ça, mais je suis désolée, c'est ce qui me vient, tu vois. Il y a une probabilité que oui à 80%, avec une prise de contrôle totale sur tous les réseaux pour nous secouer quelque part, pour créer encore un état où on va attendre des réponses. Mais il y a une forte... Oui, écoute, il y a quand même une forte probabilité de oui, 80-85%. Hein. Donc un retour probable à l'âge de pierre. Je suis désolé, mais c'est une question assez critique, hein, parce que si on perd l'électricité, si on perd les réseaux sociaux, enfin Internet, au moment... c'est toute l'économie globale qui s'effondre dans la seconde. C'est l'âge de pierre pour 10 jours. Maximum. Moi, c'est 5. Écoute, c'est quand même une probabilité vachement forte, hein, parce que là, si j'étudie la ligne de temps, c'est 5 jours. Ça suffit pour que le système s'effondre, 5 jours. Complètement. Et 5 jours. Et après, par contre, je vois qu'il y a déjà des moteurs énergie libre, des tas de... Oh là là, il y a déjà tout est... Je veux dire, si ça se passe, le reste est déjà prévu. C'est-à-dire moteur énergie libre... redistribution des énergies, redistribution de tas de choses, mais je vois surtout des grosses turbines qui se mettent en place avec une espèce d'énergie bleutée qui en sort. Donc, ça veut dire qu'on change de système d'énergie. Les lits médicaux? Oui, alors c'est pas du tout comme on nous dit. Hein. Mais oui. En fait, si ça se passe, là, on a 85% de chance que... Finalement, ça serait une chance plutôt qu'une malchance, parce que je vois des grosses turbines, ces trucs d'énergie bleue qui tournent, et là, je vois des queues, des gens qui sont à la queue, les uns derrière les autres, des bâtiments qui se montent, plein de choses qui se mettent en place pour du soin, de la nourriture... Nouvelle civilisation qui commence. On vous rappelle que l'atelier se déroulera le dimanche 31 mai à 15h. N'hésitez pas à venir vous inscrire le plus tôt possible si vous voulez assister au direct, sinon vous aurez accès au replay. J'ai reçu plein de mails de plaintes parce qu'il n'y avait plus de place sur le premier, mais je suis désolé, au bout d'un certain nombre, on ne peut plus. En direct, c'est pas possible. On a déjà passé 5h30 sur le dernier. Je te remercie, Nathalie, de nous avoir apporté du baume au cœur et encore de la chaleur et tous ces rayons de soleil pendant cette entrevue. Ça m'a fait du bien personnellement et c'est tout ce qui m'importe. Après, si ça peut parler aux autres, c'est tant mieux. C'est un peu l'effet boule de neige que je recherche. Le ruissellement, à moi, c'est celui-ci, de vous partager ces ondes positives à travers ces rencontres, tout en restant lucide et perspicace sur la situation, sans faire l'autruche. Ah bah oui. Merci Nathalie. On se dit à très bientôt. Merci à toi Rudy. Oui, à bientôt. www.mdecine.com pour nous rejoindre sur la plateforme des thérapeutes quantiques et holistiques. On est premier dans les résultats de recherche sur les moteurs de recherche sur les thérapeutes quantiques désormais. Donc il y a eu un gros travail qui a été effectué en amont. Donc venez vous faire référencer ou trouver un thérapeute dans votre région. Il n'y a aucune rétention d'informations. Les coordonnées sont à libre disposition. Pas besoin de vous inscrire, de donner vos datas. Il n'y a pas de rétention, encore une fois. Et en ça, on se démarque des autres. On se dit à très bientôt. Merci pour votre soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux, malgré la censure algorithmique de YouTube, à nous suivre. Et je suis dans une totale gratitude par rapport à ça. Un grand merci du fond du cœur. À bientôt. Ciao, bye.